Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Solaire, pétillante et drôle, mon invitée du jour touche par son grain de folie. Elle manie l'humour et l'autodérision avec talent et partage son quotidien dans des scénettes drôles, décalées et pleines de justesse. Elle utilise le rire pour parler d'un sujet grave et sensibiliser à l'anorexie. Aujourd'hui, elle monte sur scène pour partager son message et cartonne. Le stand-up est son remède pour rebondir et dédramatiser un contexte parfois douloureux. J'ai l'immense plaisir de recevoir Olympe, une jeune humoriste de 18 ans qui a repris goût à la vie et qui nous fait prendre conscience à quel point elle est précieuse. Bonjour Olympe, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de personnes, puisque tu as démarré sur les réseaux sociaux en partageant ton quotidien depuis ton lit d'hôpital. Et aujourd'hui, tu montes sur scène depuis janvier de cette année. Et voilà, c'est l'explosion. Je disais que tu cartonnes, mais c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est aussi un moyen pour toi, et tu nous partageras comment t'en es arrivé là, de pouvoir reprendre ta place et j'allais dire aussi te libérer peut-être du regard de l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà si quand tu étais plus jeune, tu avais vraiment des rêves de scène ou c'est vraiment arrivé comme ça par hasard? Alors, moi, j'ai toujours été, comme un petit peu ce que je reflète aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été la petite fille avec ses lunettes en cœur, ses paillettes et sa couronne. C'est un truc qui m'a vraiment suivi toute ma vie et que j'ai gardé en grandissant. Mais c'est vrai que moi, j'avais ce rêve, je voulais être, bon, petite, je disais que je voulais être une star, mais je voulais pas, voilà, je voulais pas chanter, je voulais pas danser. Moi, je voulais parler aux autres. Tout en faisant rire, mais j'avais pas encore mis de mots dessus quand j'étais plus jeune. Mais voilà, je disais que moi, ma place était sur scène, je voulais monter sur scène et j'aimais bien faire des petits shows à mes parents quand j'étais petite. Donc c'est vrai que c'était quand même un rêve de petite fille, mais forcément après, on arrive au collège, au lycée, c'est plus compliqué. On se dit pas forcément que, c'est pas vu comme un métier. Déjà, c'est compliqué de dire aux gens on veut monter sur scène et on veut en faire notre métier. Donc c'est assez compliqué. Donc après, quand je suis arrivée au lycée, j'ai voulu quand même suivre des études. Moi, je voulais faire du journalisme. Donc j'ai quand même j'étais partie dans une démarche de faire une école de journalisme, mais j'avais quand même ce petit truc dans ma tête qui me disait que moi c'était quand même mon rêve. Donc au fond de moi c'était mon rêve. Après dans la vie j'étais pas partie pour faire ça maintenant tout de suite en tout cas, mais c'était mon rêve, oui. Alors justement, comment et je te rejoins, c'est vrai que souvent on dit qu'artiste c'est pas un métier et c'est ce qui perso j'ai mis un temps fou pour monter sur scène justement à cause de cette phrase qui peut parfois briser des rêves. Comment tu t'es mis ou tu t'es dit tiens, je vais commencer à être dans l'autodérision et partager mon quotidien pour justement faire rire? Alors, faut savoir que déjà, c'est pareil, tout au long de ma vie, j'ai beaucoup utilisé l'autodérision dès que j'avais des moments assez compliqués, parce que c'était mon moyen pour moi de survivre. Et lorsque je suis tombée malade il y a 3 ans, j'ai par chance, entre guillemets, pas vraiment eu de longues périodes de déni de la maladie. Donc, ce qui m'a permis d'avoir vraiment conscience à 100% de ce que j'avais. Et ce qui m'a sauvée pour, entre guillemets, survivre à ça, ça a été justement d'en rire. Alors bien évidemment, hein, tout n'était pas joyeux, donc parfois c'est plus compliqué, mais c'était vraiment pour moi mon moyen de survivre et aussi de rassurer mon entourage, puisque je suis arrivée à un stade où à un moment je me suis retrouvée en urgence vitale, et donc j'ai été hospitalisée d'urgence en décembre 2023, et c'est là où vraiment ça a été très violent parce que j'ai failli mourir, et je me suis dit il faut que j'en rigole parce qu'il faut que je rassure tout le monde, il faut que je montre que quand même ça va. Et donc du coup j'ai commencé à, j'en rigolais déjà depuis longtemps, mais j'ai commencé à mettre des mots vraiment sur ce que je pensais de la maladie, voilà, sous forme d'humour. Et j'écrivais en fait tout simplement toute seule dans un carnet. Et c'est comme ça que ça m'a vraiment permis d'avancer, moi, dans la maladie, de me rassurer aussi.
et de rassurer les autres. Donc c'est vraiment une fois que j'ai touché vraiment le fond, où pour le coup j'ai commencé à faire rire l'entourage. Et donc après je me suis retrouvée donc hospitalisée sur du long terme, où j'étais donc enfermée toute seule, je n'avais pas grand chose mis à part un petit peu mon téléphone. Donc je me suis dit bah je vais faire des vidéos en fait sur internet, mais au début il y avait que ma famille et que mes amis. C'était vraiment je devais avoir 20 abonnés. C'était vraiment que pour rassurer mon entourage, quoi, qui était pour mes copines à l'école et mes parents au travail. Et en fait, ça, mes parents m'ont dit, mais c'est génial. Enfin, on voit que t'es pétillante, que tu te laisses pas abattre quand même. Essaye de mettre en public et tu verras bien. Enfin, tu perds rien, voilà, tu crains rien. Et moi, c'est vrai qu'au début, j'étais assez réticente quand même parce que je voulais pas trop, parce qu'en plus, bah, c'est vrai que j'étais une étudiante, enfin voilà, j'étais une lycéenne, c'était assez compliqué. Je savais que ça allait forcément tourner dans tout le lycée. Je suis malade, c'est pas forcément, enfin, Simple. physiquement, ça se voit, c'est compliqué. Donc, j'étais un petit peu dans pas trop pour. Et un jour, en fait, je me suis réveillée, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, je suis en train de mourir. Donc, je vais poster des vidéos et j'ai commencé à avoir quelques abonnés. Et donc, j'ai continué et en fait, j'ai été un peu connue sous l'anorexique à paillettes. Et c'est comme ça que ça a pris, en fait, pour moi. Et justement, je rebondis et tu t'en parles avec beaucoup de maturité et merci à toi Olympe pour partager ça parce que je pense que ton parcours et c'était aussi pour ça que je voulais te permettre de venir dans ce podcast, de sensibiliser en tout cas à la maladie de l'anorexie et aussi dire que ben voilà quand on arrive à dédramatiser ou en tout cas quand on a ce souffle de vie à l'intérieur dedans, ben, ça permet aussi de rebondir et ce que j'apprécie dans ce que tu dis pour avoir été regarder un petit peu toutes tes vidéos, c'est quand tu dis, mais en fait, ils savent pas que je suis pas une patiente, je suis une star. Alors justement, comment, parce qu'en fait, je pense que aussi les soignants, les médecins et tout ça, parce que ce soit les soignants, les psychologues ou autres, tu vas pas de main morte, c'est le cas de le dire. Comment a réagi aussi l'entourage, que ce soit les parents, je suppose, ça les a rassurés, tes amis, mais aussi les personnes qui sont en contact avec toi ou qui ont pu t'accompagner tout au long de ton séjour? Alors, en effet, mes proches, ça allait, les soignants beaucoup moins. Ça a toujours été très compliqué avec les soignants parce que, surtout avec, alors je pense qu'en général c'est compliqué, mais avec l'anorexie, c'est une maladie où ils mettent beaucoup les patientes dans le même panier. C'est-à-dire qu'une anorexique, pour eux, toutes les anorexiques sont pareilles. Et donc, c'est vrai que l'anorexie, c'est une maladie où souvent on n'a pas vraiment envie de sortir de notre lit, on n'a pas beaucoup de force, on ne bouge pas beaucoup, on n'a pas envie d'aller à l'école, on n'a pas envie de sortir. Et c'est vrai que moi, j'étais tout l'inverse. Moi, je voulais sortir, je voulais bouger, je voulais faire des activités. Et donc, du coup, dès que je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, mais vous ne bougez plus. Et j'ai dit, mais ça va pas le faire. Moi, j'ai envie de vivre quand même, donc j'ai envie de bouger, même si je suis sur mon lit de mort. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de garder ma couronne, mais laissez-moi avec ma couronne. Et en fait, ça a été très compliqué parce que je me laissais pas faire. J'ai quand même j'ai un gros caractère. Donc, du coup, c'était très compliqué. Et la médiatisation ne plaît pas, on va pas se mentir, à l'équipe médicale. Donc ça a été assez tendu avec les équipes des urgences ou même après quand je suis rentrée en clinique spécialisée où c'était pire. Mais c'est vrai qu'alors il y avait quelques soignants quand même à qui ça faisait rire, mais c'était pas la généralité, on va dire. J'étais un peu vue comme un petit peu la tête de mule du service. Oui, le poil à gratter un petit peu. Et ce qui est chouette, c'est que tu as persévéré parce qu'en fait, quand on voit tes vidéos, mais voilà, il y a eu des moments aussi où tu partages vraiment ton quotidien, donc les moments de tristesse, douloureux, qui sont compliqués. Et ces moments où ben voilà, tu nous fais des défilés de mode, tu viens vraiment, ce que j'apprécie dans ce que tu fais, c'est que c'est plein de fraîcheur et c'est vraiment une jeune fille voilà, tu vis avec ton temps, voilà, tu portes ton sac à dos aussi et tu essayes de t'en délester, j'allais dire au maximum en partageant ça. Alors, j'allais dire, j'ai vu aussi, et je voulais que tu nous en partages un petit peu, tu as, j'allais dire, osé imaginer que c'était possible grâce à une personne que tu as suivie aussi sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette rencontre avec Arnaud Demange, s'il te plaît? Oui, alors Arnaud, ça fait maintenant un an tout juste que je le connais. Moi, donc, je devais rentrer en fait en réanimation en juin 2024. Et en fait, voilà, donc c'était très compliqué pour moi. On avait annoncé à mes parents que j'allais mourir. J'avais tout préparé pour mon enterrement, c'était très violent. Et un soir, mes parents étaient très fatigués. Et puis, je leur ai dit, sortez, allez faire une sortie, allez faire quelque chose. Mais ne sert à rien de me regarder mourir comme ça parce que moi, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Donc, je leur ai dit, voilà, sortez. Et mon beau-père, en fait, écoutait souvent à la radio le matin pour aller au travail RMC, donc la radio où Arnaud faisait ses chroniques le matin.
Et donc du coup, mon beau-père avait déjà entendu parler en fait d'Arnaud et il passait dans le coin un soir où du coup je leur ai dit bah, sortez. Et donc du coup ils se sont dit bon bah on va se faire une petite soirée et puis on va aller le voir en spectacle, mais moi je ne savais pas du tout qui c'était, je n'avais jamais entendu parler, donc c'est vrai que j'avais aucune idée. Et en fait quand mes parents sont revenus le soir, ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit franchement c'était super. C'était cool parce que ça faisait très longtemps que mes parents voilà n'avaient pas rigolé, n'étaient pas un petit peu détendus, puisque forcément j'étais en train de partir, donc c'était très compliqué. Et vraiment je les ai vus heureux. Et du coup, mon beau-père, il a dit vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur pour ce mec, il était vraiment super, super drôle, très gentil avec le public, tout ça, très bien. Et en fait, donc je me suis un peu renseignée sur ce qu'il faisait, voilà, c'était qui. Et en tapant en fait son nom pour voir un peu ses sketchs, puisque comme voilà, moi j'aimais beaucoup l'humour, je voulais savoir un petit peu ce qu'il faisait. Et en fait, je tombe sur une interview où il explique, une interview qu'il venait de donner en plus, qui venait tout juste de sortir, où il explique en fait qu'il a été anorexique étant jeune et que lui, la scène, ça l'a vraiment sauvé parce que ça lui a permis, enfin, il a bien vu qu'on ne pouvait pas monter sur scène si on n'avait pas un poids correct, on ne tenait pas parce que c'était très physique. Et puis, du coup, ça l'a vraiment motivé à reprendre du poids et ça l'a sauvé dans sa vie. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que moi, j'étais en train de mourir. C'était mon rêve, au fond, de monter sur scène. Et j'ai vu quelqu'un qui a fait tout ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'ai été très touchée. Et en fait, j'écris à personne sur les réseaux sociaux. J'avais jamais écrit à qui que ce soit. Et comme je savais que j'allais mourir, je dis, je veux dire à cette personne merci d'avoir fait rire mes parents et merci parce que je trouve que votre parcours est vraiment ressemblant à ce que j'aurais voulu avoir moi dans ma vie. Et donc, je lui envoie un message où je lui dis clairement, voilà, moi je vous connais pas, mais mes parents sont venus vous voir hier et ils ont beaucoup aimé et merci parce que j'ai vu mes parents heureux le temps d'une soirée. Ça faisait très longtemps, moi je suis atteinte d'anorexie aussi, je suis en train de mourir, mais jusqu'à là, je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux pour un petit peu rassurer tout le monde. Et merci parce que votre interview, elle est pleine d'espoir. Et j'envoie ça et en fait, j'attends pas de retour parce qu'il a beaucoup d'abonnés, parce que voilà, je veux juste dire merci et puis c'est tout. Et en fait, il me répond. Il me dit voilà que mon message le touche, que c'est très gentil et que voilà, il est un peu triste d'apprendre de mon état, mais qu'il me souhaite beaucoup de courage. Et en fait, l'algorithme Instagram fait bien les choses, c'est-à-dire qu'il me répond ça, donc moi j'aime son message et puis l'histoire se termine. Et en fait, il retombe quelques jours plus tard, je crois 6-7 jours plus tard, sur une de mes vidéos. En fait, je pense que voilà, elle est sur mon compte, en fait, il est tombé sur une vidéo. Et donc, il a fait le lien avec la fille qui lui avait envoyé un message, donc, qui était moi. Et en fait, je vois qu'il regarde mes vidéos et qu'il en regarde pas mal, il fait quand même le tour de mon Instagram. Et donc, il me renvoie un message et il me dit qu'il a regardé ces vidéos et qu'il trouve ça plutôt chouette et qu'il trouve que c'est assez marrant de voir une fille en train de mourir, mais pourtant sur la vidéo très pétillante et très vraiment naturelle et pas du tout stressée, pas du tout paniquée au fait qu'elle va mourir. Et, euh, et du coup, il dit que c'était assez impressionnant et qu'il trouve ça très fort et qu'il me trouve aussi très drôle. Et donc, il me parle et puis il comprend vraiment que c'est très compliqué pour moi. Et il me dit voilà qu'il repasse en Bretagne parce que du coup moi je viens de Bretagne au mois de janvier et il me dit voilà est-ce que tu avais un rêve et puis moi je dis que mon rêve ça a toujours été de monter sur scène mais que de toute façon là c'est terminé pour moi et il me dit bah écoute moi si tu reprends 3 kilos et que tu arrives à passer au-dessus de cette étape de la réanimation de la mort qui m'attendait finalement et bah au bout de 3 kilos tu viens faire ma première partie si tu veux et puis moi, c'est vrai que c'était un petit peu quelque chose de fou. Je me dis, mais on se connaît pas, il me propose ça, et c'est un peu bizarre. Je suis jamais montée sur scène, j'ai jamais réellement écrit. Donc c'est un petit peu impressionnant. Mais je me dis, il me dit ça pour me rassurer. C'est dans 8 mois, il va jamais le faire. Il dit ça juste comme ça, et puis après, il va m'oublier. Et pas du tout, moi, j'y crois pas, mais ça reste quand même dans un coin de ma tête. Et je le dis à mes parents, je dis, c'est marrant, parce que vous voyez, Arnaud, vous avez été voir, il m'a parlé, etc. Et donc, c'est vrai que mes parents, au début, ils rigolent, mais ça reste quand même dans le coin de ma tête. Et je vais avoir quand même ce petit truc dans ma tête qui me dit, bah, peut-être que tu peux monter sur scène en janvier, donc ne te laisse pas abattre. Et ça a été donc tout le mois de juillet, août, mon moteur pour survivre à cette, hospitalisation, enfin, cette attente d'hospitalisation en clinique spécialisée en septembre. Et donc, ce qui a fait que j'ai quand même survécu jusqu'à septembre pour pouvoir atteindre cette hospitalisation. Et il faut savoir qu'il me parlait tous les jours. Tous les jours, il m'envoyait des messages pour savoir comment j'allais, pour savoir si j'avais réussi à un petit peu manger. À ce moment-là, j'avais une sonde nasogastrique, qui est un long tuyau qu'on vous enfonce dans le nez pour avoir de la nourriture en fait plus rapidement au niveau artificiel.
Et c'était quelque chose de très violent. Et tous les soirs, il me demandait si mon branchement s'était bien passé. Enfin, il était très bienveillant. Et ce qui a fait que du coup, j'ai réussi à attendre septembre sans mourir. Ce qui m'a permis dans septembre donc, de rentrer dans une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Et à partir du moment où je suis rentrée en clinique, j'ai commencé à écrire tous les jours sur la maladie. Mais c'est vrai que quand on rentre en clinique, on nous retire tout, nos téléphones, la visite aux proches. Donc je pouvais plus rentrer en contact avec Arnaud. Donc Arnaud, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message à mes parents pour quand même déjà se présenter, parce que on s'en doute quand même que c'est un homme de 45 ans qui parle à une jeune fille de 18, donc il voulait pas qu'il y ait tout quiproquo. Donc il s'est quand même présenté à mes parents pour expliquer ce qu'il faisait. Et donc moi, j'ai pas pu avoir mon téléphone, donc je lui ai dit, écoute, moi j'écris. Mais au début, il s'est dit, voilà, il va écrire une première partie à une petite jeune, et puis il va faire plaisir, et puis on va monter sur scène en janvier, et puis voilà. Et en fait, quand j'ai récupéré mon téléphone en novembre, je lui ai envoyé tout ce que j'avais écrit. Et en fait, par la plus grande des surprises, il m'a appelé et il m'a dit, bah écoute, tu vas être honnête avec toi, je te connais pas encore très bien, mais je pensais réellement que j'allais devoir écrire une première partie et que j'allais te la donner, tu allais la prendre et que tu allais monter sur scène. Mais en fait, ce que tu as écrit, c'est parfait. Il dit donc, tu sais quoi, tu as un énorme potentiel, on va faire ce que tu as écrit et puis je vais pas y toucher en fait. Voilà, lui, il s'occupe un peu du côté technique, des petits mots qu'il faut enlever, etc. Mais le texte restera ton texte. Et donc, c'est exactement ce que j'ai écrit, que j'ai joué en janvier. Et donc, c'est comme ça un petit peu que la belle histoire s'est faite, puisque je suis sortie 15 jours avant de monter sur scène. Je suis sortie pour Noël, alors que normalement, mon hospitalisation était prévue jusqu'à avril. Mais que, en fait, j'ai repris du poids plus rapidement parce que j'étais motivée par la scène, parce que je voulais monter sur scène. Et ce qui a fait que le 17 janvier 2025, je suis montée pour la première fois sur scène. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Arnaud pour la première fois. Bravo Olympe, c'est vraiment, c'est très touchant ce que tu partages et tu t'es fait un beau cadeau en fait. Cette main tendue, tu l'as prise et je trouve ça vraiment déjà très touchant, très mature de ta part parce que tu as un vrai recul par rapport à ce que tu as vécu et tes mots sont durs, tu allais partir, enfin tu étais prête à... Voilà, les médecins ont dit à tes parents, elle va mourir et... Oui. Je pensais pas, tu vois, à ce point que la thématique de ce podcast devient artiste de ta vie pouvait vraiment insuffler autant de positivité parce que c'est vraiment ce que tu as saisi la balle au bon, j'allais dire, de te dire, ben, voilà, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et ce que je trouve génial, et quand je dis que tu dédramatises les choses, c'est que y en a une qui m'a frappée, c'est que tu dis, ben voilà, je reçois des dates parce que les gars ont compris qu'au resto, ils n'ont pas besoin de payer ma part. Enfin, t'amènes vraiment cette pétillance. Et ce que j'ai trouvé aussi chouette, c'est que comme tu dis, tu t'es pas laissé abattre. Quand on voit tes vidéos, même avec la sonde, etc., t'es maquillée, t'es pétillante, t'es drôle. Enfin, tu dégages vraiment ce que je disais, cette fraîcheur, cette authenticité. Je pense que c'est ça aussi qui touche les gens. Et je trouve ça vraiment... voilà, c'est ce qui m'a touchée aussi quand j'ai vu... je crois que je sais même pas, j'ai dû voir à peine un petit bout d'une interview et je me suis dit... Waouh! Et on sait que voilà, j'ai fait comme tu as fait avec Arnaud Demange, j'ai envoyé un message en disant voilà, j'ai un podcast et j'ai touché par ton histoire et j'aimerais que tu viennes la partager. Alors justement, par rapport à ce que tu vis sur scène, j'ai compris en suivant aussi ce que tu mets sur les réseaux sociaux, que tu reçois un amour voilà, de folie de la part du public. Qu'est-ce que tu aimerais partager toi aujourd'hui par rapport à des jeunes filles peut-être qui ont besoin de retrouver ce souffle de vie que toi voilà, je sais que c'est encore le combat et pas forcément gagné, mais tu te bats tous les jours. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour qu'elles puissent se dire bah, que si tu le fais, quel que soit leur projet, c'est possible? Moi, je pense que ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il faut pas avoir peur de la vie dehors. Parce que en réalité, j'ai été donc hospitalisée plusieurs fois, j'ai vu d'autres patientes, et je me rends compte que c'est bien ça le problème. Comme je dis, l'anorexie, déjà de base, on s'enferme nous-mêmes. Et lorsqu'on est hospitalisé, on nous enferme encore plus, puisqu'on nous enlève toute liberté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une maladie qu'on sait réellement soigner. J'en suis la preuve, puisque j'en fais les frais aujourd'hui. Je vois bien que j'ai été hospitalisée plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné et qu'aujourd'hui c'est justement la vie extérieure qui me soigne. On a besoin de sortir, on a besoin aussi de nous laisser sortir. Et aujourd'hui, moi j'ai bien vu, j'ai des copines qui sont encore à la clinique, qui elles sont terrifiées. À Sortir, l'idée, c'est ah une oui, à horreur. l'idée de sortir, de Oui, reprendre. la vie, bah oui, parce que quand on nous enferme, plus on nous enferme, plus on a peur de sortir, plus on a peur d'être confronté à la vie dehors. Et moi, j'ai osé sortir à un moment donné où j'avais extrêmement peur, comme tout le monde, de sortir. Le jour où on m'a annoncé ma sortie, j'étais terrifiée de retourner dans la vraie vie.
Et je me suis dit, je vais faire comment? Et je pense qu'il faut sauter le pas. J'ai beaucoup de copines qui ont plein de projets de vie. Il y en a, c'est le dessin, il y en a, c'est la musique, il y en a, c'est les cours. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus capables de le faire parce qu'elles ont peur de sortir. Et je pense qu'il faut juste, malheureusement, se faire un petit peu violence, pas trop s'écouter et sortir. Une fois qu'on voit que ça se passe bien, le cerveau continue et ça se suit normalement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment une maladie où, oui, l'anorexie, on perd du poids et ça se voit physiquement, mais c'est avant tout une maladie qui est mentale. Donc, reprendre du poids ne suffit pas. Souvent, à la clinique, on nous fait reprendre du poids, on a repris du poids, on nous sort. Ça ne marche pas comme ça. Le problème de fond, il est dans la tête, donc il faut soigner le problème de fond. Avant tout, donc ça c'est un travail psychologique, mais il faut aussi avoir des projets, il faut se fixer des objectifs, pour moi c'est indéniable. Si on ressort et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, ça ne fonctionnera pas, c'est une évidence, ça ne fonctionnera pas. Il faut se trouver des objectifs à l'échelle, voilà, ce que nous on souhaite, ça peut être différent pour tout le monde, mais il faut vraiment se fixer des objectifs, et malheureusement je pense que c'est une maladie où je sais que ça c'est compliqué souvent, et quand je le dis à mes copines qui sont encore à la clinique, c'est violent, mais il faut se faire violence, malheureusement il faut se faire violence, on peut pas rester toujours dans le confort. Moi, je suis pas sortie et j'ai fait ok, trop cool, je monte sur scène et tout va mieux. Non, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert. En plus, monter sur scène, c'est aussi un travail d'image. Je suis prise en photo, c'est compliqué, mais malheureusement, il faut se faire violence. Et plus on se fait violence, plus entre guillemets, c'est bon signe dans le sens où ça veut dire qu'on va dans le bon chemin. Donc malheureusement, je pense qu'il faut oser, il faut se faire confiance et il faut surtout accepter aussi que c'est pas qu'une reprise de poids, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans notre vie et qu'il faut aussi traiter le problème de fond parce que sans traiter le problème de fond, on ne peut pas avancer. Alors justement, merci Olympe pour ce que tu partages. Cette médiatisation soudaine, j'allais dire, et l'image, parce que ça aussi, comme tu dis, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Comment toi, tu le vis aujourd'hui, donc la médiatisation? Est-ce que c'est l'occasion justement de sensibiliser et d'apporter un autre éclairage sur la maladie? Et justement par rapport à cette image, ce corps que pendant longtemps j'allais dire, rejeté, de dire il parle à ta place, c'est compliqué. Comment tu le vis ça aujourd'hui? C'est vrai que ça a été au début un petit peu dur parce que forcément, moi en plus, je suis sortie de la clinique, 4 mois d'enfermement sans voir personne. Je suis montée sur scène devant 600 personnes. Donc c'est un choc, sachant que à la première scène, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens de ma famille aussi. Quand je suis sortie de scène, il y a eu une séance photo de 1 heure. Les gens me prenaient dans les bras, ils voulaient tous, enfin, ils étaient tous fiers, mais moi, c'était quelque chose d'horrible. Ça a été vraiment un moment horrible pour moi. J'ai beaucoup pleuré après, justement, et c'est pour ça que ça a été très dur, la fin, le lendemain de Château-Giron, parce que ça a été vraiment violent. Je me suis sentie comme une petite fille que tout le monde touchait, tout le monde parlait de moi d'un coup. Et donc, ça a été assez dur. Les gens me prenaient en photo, mais moi, je ne m'aimais pas du tout sur les photos, donc c'était vraiment compliqué. Et après, j'ai compris que de toute manière, je ne pouvais pas arrêter les gens, voilà, ils étaient contents de me voir, ils me prenaient en photo, c'est normal. Des fois, comme tout le monde, on n'est pas forcément à notre avantage sur la photo parce que les gens ils font une photo vite fait comme ça de nous. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Ça a été un travail en fait d'adaptation pour moi. Plus j'en ai fait, plus ça allait mieux. Au début, j'ai quand même trouvé une technique puisque Château-Giron a été très violent pour moi. J'ai vraiment pas supporté le fait d'être autant prise en photo. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ma deuxième scène, je me suis dit, bah, pour les photos, je vais y aller un peu avec mon armure, je vais mettre mes lunettes à cœur. Ça va me permettre d'avoir un peu, comme si c'était moi directement. Et du coup, j'ai fait ça et ça a très bien fonctionné. Et après, petit à petit, j'ai été plus à l'aise, donc j'ai pu les enlever. Mais j'ai trouvé cette petite technique au début. Et voilà, on s'en sort, il faut juste trouver des techniques et puis on s'adapte aussi à force. Et aussi, on peut parfois dire aux gens qui sont un peu trop parfois oppressants que voilà, on reste quand même des humains, on peut pas nous sauter dessus comme ça. Mais ça va beaucoup mieux et maintenant j'ai l'habitude et je le vis très bien et j'ai pas de problème. Bon, ben, je te remercie aujourd'hui, tu as mis tes lunettes et pas tes lunettes à cœur. Donc... Oui. Et c'est vrai que c'est ce personnage avec ses lunettes à cœur, ton info tutu en tutu, voilà, l'actu en tutu, je trouve ça aussi chouette. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que c'est le regard d'une jeune fille, une jeune femme, sur un monde qui évolue, qui est peut-être pas forcément chouette non plus à regarder, mais que tu l'amènes avec
Voilà, avec ton autodérision, avec ton humour et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que voilà, c'est avec des interviews, en tout cas, plus tu parleras, je pense aussi que tu vas pouvoir donner de l'espoir à tous ces jeunes enfants, hommes, femmes, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'anorexie pour les jeunes femmes, mais ça existe aussi pour les jeunes hommes. Et, euh, et c'est vraiment important que tu puisses, voilà, dire qu'on quand on a envie, on peut. Alors se faire violence, c'est déjà difficile dans un quotidien compliqué. De quoi tu es plus fière aujourd'hui, Olympe, dans ce court parcours, certes, enfin court parcours sur scène, parce que ton parcours, voilà, ça peut être les deux, c'est toi qui vois par rapport à ta réponse. Je pense que je suis fière de deux choses. Au niveau santé, je suis fière d'être encore là déjà, puisque franchement, quand on vous dit que vous allez mourir, c'est compliqué. Et puis après, au niveau professionnel, forcément, c'est que dans 15 jours, je fais l'ouverture de la Cigale. Et je pense que c'est une belle revanche, puisqu'il y a 4 mois, j'étais encore jamais montée sur scène. Aujourd'hui, je fais l'ouverture de la Cigale dans 15 jours à Paris. Dans 3 semaines, la Bourse du Travail à Lyon, qui est une salle quand même de 2000 personnes. C'est quand même des grosses salles, c'est deux grosses salles, c'est deux grosses salles qui derrière se cache beaucoup de travail, puisque quand je suis montée à Château-Giron, c'était pas au programme. Ça a été vraiment parce que j'ai énormément travaillé que je peux réaliser aujourd'hui ces salles-là, et parce que physiquement, j'ai aussi la capacité de pouvoir monter sur ces salles-là. Donc c'est un petit peu ma fierté, parce que c'est une opportunité en or à 18 ans de faire sa première cigale. J'ai aussi fait quotidien il y a 15 jours, c'est quand même pas rien. Donc c'est des événements qui sont assez importants. Et c'est vrai que de par ton jeune âge, ça donne aussi l'opportunité de se dire que voilà, le talent n'a pas d'âge et qu'à partir du moment où on a envie, on y croit et on ose, parce que c'est ça aussi, et ce que tu disais, si on attend l'autorisation des autres, on fait rien. Alors Ouais. justement, par rapport à ça, comment a réagi ton entourage, parce que comme tu dis, au départ, c'était un petit comité. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, comment ils vivent cette notoriété aussi? Moi, mon entourage m'a toujours soutenue. De toute manière, je pense que quand on voit que son enfant est en train de mourir, peu importe ce que j'aurais fait, je pense que mes parents auraient été soulagés. C'est ça. Mes parents adorent ce que je fais. Ma mère, elle me supporte tout le temps. C'est la première fan. Dès qu'elle peut, elle vient. Mais c'est vrai que par contre, ça a été très violent, on va pas se mentir, parce que ma maman ne m'a pas vue pendant des mois et des mois, parce que j'étais au bout de ma vie. Et aujourd'hui, elle me voit plus du tout parce que je vis sur Paris et que je suis un peu partout aussi à côté. Je me déplace pour les shows, que je passe pratiquement toute ma vie forcément avec Arnaud aussi. Je suis très peu chez moi. Donc c'est vrai que c'est aussi compliqué, parce qu'elle a pas eu de transition, ma mère. Elle m'a pas vue pendant des mois à l'hôpital. Elle m'a vu sortir 15 jours, elle m'a vu faire Château-Giron, et je suis jamais revenue en fait. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été violent pour elle, parce qu'elle n'a pas compris. Elle dit souvent qu'elle a l'impression qu'on lui a volé sa fille, parce que d'un coup tout le monde l'aime, alors que elle m'a vue toute seule sur un lit d'hôpital où j'étais toute seule, donc c'est compliqué. Mais elle est très heureuse pour moi, et c'est, comme elle le dit, une belle revanche. Elle vient me voir à la Cigale, et jamais 6 mois en arrière elle aurait pensé que j'allais pouvoir dire ça un jour, alors que c'était très compliqué. Donc non, elle me soutient beaucoup, mais c'est violent en tant que parent quand on voit sa fille mourir et qu'après on ne la voit plus parce qu'elle est partout. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais elle est très contente. Alors justement, comment tu gères ton équilibre? Parce que ça fait aussi partie de l'équilibre, tu disais à juste titre, je pense que et merci de le partager parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Tu sais, quand quelqu'un va pas bien, comme tu dis, on a envie de le soutenir, etc. Et là, tu te retrouves avec des gens qui viennent te toucher ou quoi, ok? Enfin, c'est comme si tu devenais un objet de promo, parce que c'est un peu ça quand tu fais ta promo aussi pour les shows. Euh, Comment tu gères, toi, aujourd'hui, ta bulle de bien-être, justement, pour prendre soin de toi? Parce que c'est quand même ça l'important, au-delà de monter sur scène, c'est que tu puisses vraiment prendre de soi, de ta santé, de ton corps, etc. Comment tu le vis aujourd'hui? Alors, pour être honnête, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Ça a été jusqu'à mars faisable. C'est-à-dire que voilà, j'étais quand même beaucoup plus chez moi jusqu'à mars. J'avais quand même des rendez-vous médicaux pour suivre mon état de santé. Je pouvais quand même voir un peu mes copines. Puis j'avais pas encore ce côté, je savais même pas si j'allais faire la tournée. C'était juste quelques autres premières parties qu'on m'avait proposées à ce moment-là. Donc j'étais encore, on va dire, comme une petite lycéenne. Je savais que j'allais pas reprendre le lycée, mais je m'étais dit que j'allais reprendre le lycée en septembre.
Et en fait, c'est vrai qu'une fois que ça s'est accéléré pour moi et que Arnaud m'a dit, écoute, moi, je veux produire ton spectacle parce que t'écris très bien, parce que t'as vraiment beaucoup de potentiel. Il m'a dit, mais par contre, c'est des choses où tout se fait à Paris. Donc, de toute manière, il faut partir à Paris. Donc, je suis partie sur Paris en mars. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, au niveau de ma santé, j'ai plus de suivi dans les hôpitaux. J'ai juste la médecin traitant que je vois tous les 15 jours quand je suis là. Donc, pas réellement tous les 15 jours. Mais aussi, je le fais parce que j'ai la santé qui me permet. J'ai quand même toutes mes prises de sang tous les 15 jours et qui sont aujourd'hui sans problème. Elles sont très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, quand on voit que ça va très bien, je peux me permettre de pas avoir ce suivi-là. Et puis, si ça va pas, je retourne de toute manière voir les médecins. Mais quand je suis pas chez moi, que je suis à Paris, j'arrive aussi à m'alimenter correctement. Donc, je continue je suis toujours dans ce but de reprise de poids, forcément qui est plus lente puisque je bouge beaucoup plus, donc ça se fait moins facilement que quand on reste 24 heures sur 24 sur un lit d'hôpital, mais ça se fait quand même. Je le gère très bien. Après, au niveau de ma vie sociale, forcément, c'est très compliqué. On va pas se mentir. À un bout d'un moment, je n'ai pas du tout la même vie que les jeunes de mon âge, que mes copines. Déjà, moi, je travaille tous les jours. J'ai pas de week-end. Donc c'est vrai que souvent c'est perçu comme un ah bah elle fait rien, elle monte juste sur scène, mais non, parce que le lundi, mardi, mercredi, jeudi je suis en écriture non-stop, hein. Je travaille de 7 heures le matin jusqu'à 20 heures. C'est des grosses journées très intenses, même si on ne dirait pas comme ça. Il y a aussi des événements auxquels je vais à Paris ou qui demandent, voilà, c'est des efforts. On rencontre des personnes importantes, on ne peut pas se tenir n'importe comment. Je suis sur l'écriture de chroniques radio, donc forcément, j'écris beaucoup sur l'actualité. Donc, il faut tout connaître sur l'actualité. On ne peut pas parler d'un sujet si on ne s'y connaît pas. Donc, c'est fait beaucoup de travail. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas avec j'apprends la communication, la promo sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui prennent un temps fou, mine de rien, parce que poster une vidéo tous les 2 jours, c'est quand même du travail. Et après, tout ce qui est montage. Donc, je travaille beaucoup. Et puis, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis en show. Donc, quand je suis pas en show avec Arnaud partout en France, je suis en show en Bretagne parce que Arnaud me met en Bretagne quand je rentre chez moi avec d'autres humoristes. Et puis, quand je suis pas avec d'autres humoristes, je suis en comédie club, donc je joue tout le temps. Donc je suis vraiment tout le temps en train de travailler, même le dimanche, encore hier, j'étais en comédie club. Et c'est des soirées qui sont longues, puisqu'on nous prépare, on arrive à 17 heures et puis on rentre chez nous, il est 1 heure du matin. Donc c'est quand même des grosses journées qui sont très fatigantes, qui me demandent beaucoup d'énergie. Donc pour voir mes amis, c'est impossible. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est vraiment pas compréhensible pour les gens de mon âge. Et j'en veux pas, je comprends, mais c'est juste que du coup, il y a un écart. Je travaille aussi avec des gens qui sont beaucoup plus vieux. Donc je fréquente pas non plus les mêmes personnes. Donc c'est vrai que mes amis, bah, j'ai toujours des contacts avec mes amis, je leur parle tout le temps, mais pour les voir c'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément à un moment on s'éloigne de certaines personnes, c'est une évidence, mais on se crée aussi un nouvel entourage, donc ça s'équilibre comme ça. Et puis après, au niveau de la fatigue, on va pas se mentir, je suis quand même très fatiguée puisque je travaille beaucoup. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail et pourtant on dirait pas comme ça. Beaucoup d'énergie, beaucoup de stress aussi parce que c'est toujours très stressant avant de monter sur une salle de 600 personnes. Donc c'est beaucoup d'angoisse. Je dors pas beaucoup, mais c'est aussi de la bonne fatigue. Alors parfois, quand je suis vraiment trop fatiguée, je m'octroie vraiment un jour off où vraiment je fais on se repose aujourd'hui. Mais c'est quand même assez rare, c'est très intense, mais c'est aussi la vie que j'ai choisie. Et tant que ma santé suit, je peux me permettre de le faire. Oui, puis on sent dans ton partage que c'est aussi cette adrénaline qui te porte et je Ouais. comprends dans ce que tu dis entre être enfermé pendant 4 mois et là se retrouver, ça, un sacré décalage en tout cas que tu dois gérer et c'est pas forcément toujours évident. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est du nouveau et de beaucoup de travail parce que comme tu dis, quand on fait des scènes ouvertes, bah voilà, aller à la rencontre du public parce que en fait c'est ça aussi quand on a la notoriété, c'est qu'en fait tu me diras si c'est ce que tu ressens parfois, c'est qu'on s'appartient plus. Oui. Tu vois, Mais les gens pensent en fait, bah, ça m'est arrivé, hein, par exemple, c'est tout drôle, mais moi j'habite quand même dans un petit village de base, donc vous vous doutez bien que tout ce gros village, tout ce petit village, bah, ça fait une grosse histoire. Donc tout le monde me connaît maintenant. Donc la dernière fois, je suis rentrée chez moi, je suis allée à la boulangerie, donc voilà, juste pour chercher mon pain. Et la boulangère me regarde et puis elle me dit ah, j'adore votre nouvelle paire de Louboutin. Et en fait, c'est assez impressionnant parce que
moi, j'ai pas compris, je l'ai regardé et puis je me suis dit, De quoi? donc, en fait, j'ai fait le lien parce qu'elle a dû la voir sur Instagram. Et en fait, après, je me suis dit, donc là, ça y est, elle pense qu'elle me connaît, elle sait des choses de moi, mais moi, je la connais pas. Et donc, du coup, c'est vrai que les gens pensent que, bah, on est amis, puisque du coup, eux, ils savent plein de choses sur moi, mais moi, je les connais pas. Et donc, ils vont nous parler comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, du coup, parce que non, c'est pas trop chouette, on est juste là, ok, mais je reste Olympe. Et c'est vrai que du coup, les gens vont avoir une approche comme si, bah, ils savaient tout de nous. Donc, parfois, ils sont extrêmement à l'aise. Et c'est vrai que, bon, là, ça m'a fait rire sur le coup. Mais c'est vrai que c'est toujours étrange pour nous, parce que je vais aller juste chercher mon pain. Enfin, je veux dire, jusqu'à là, ça fait 10 ans que j'habite ici, on m'a jamais parlé. Oui. Et là, d'un coup, on me raconte ma vie, c'est étrange. Oui, je comprends. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier. Et alors justement, là, tu te consacres vraiment à la tournée, à la scène, etc. Et comme tu disais, parce que j'ai beaucoup aimé aussi le sketch où tu parles de ton kidnappeur et tu lui demandes ce qu'il a fait comme Parcoursup pour pouvoir Oui. être là. Et je vous invite vraiment tous et toutes à aller regarder, découvrir en tout cas ton univers. Justement, par rapport à ça aujourd'hui, les études, c'est de côté ou comment tu le gères, toi? Alors, pour être honnête, en fait, il y a une histoire un peu plus sérieuse derrière. C'est que quand on est atteint d'anorexie, hein, comme je l'ai dit auparavant, on nous met souvent toutes dans le même panier. Et il faut savoir que souvent, les anorexiques ne veulent pas aller à l'école parce que ça suit ensuite une phobie scolaire, etc. Moi, j'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours été une très grosse bosseuse. J'avais besoin de retourner à l'école. J'ai demandé à retourner à l'école une fois que je suis sortie de la clinique. Et en fait, il faut savoir qu'on m'a refusé l'école. On m'a dit que quand on m'a exactement dit mot pour mot, quand on est anorexique, on ne retourne pas à l'école. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme moi, je devais passer mon bac, j'ai dit, bah, ok, vous voulez pas que je retourne à l'école, ben, je vais passer en candidat libre. Et le jour où je suis allée sur Internet pour pouvoir me présenter en candidat libre, j'ai vu que j'étais bloquée de la liste de candidats libres. Et donc, j'ai appelé l'hôpital et j'ai demandé pourquoi. Et ils m'ont bloqué du candidat libre parce qu'ils refusent que je passe mon bac. Alors que ma médecin traitant qui me connaît depuis des années, qui connaît mon histoire, qui sait tout ce que j'ai vécu, le dit pertinemment que mais j'ai la capacité totale de passer mon bac puisque je vais mieux. Et puisque de toute manière, j'aurais eu un emploi du temps aménagé qui m'aurait permis de le faire en douceur. Ça a été un non catégorique. Ils m'ont dit si vous voulez passer le bac, il faut attendre 2 ans. Et donc, ce qui est pas du tout cohérent puisque il me laisse pas passer mon bac, mais moi je suis tous les week-ends en show. C'est beaucoup plus fatigant que de passer son bac. Donc ça n'a vraiment rien à voir, mais c'est tout aussi absurde. Et donc je peux pas, je suis coincée de toute manière, je ne peux pas passer mon bac. Donc ils m'ont bloqué, ça a été quelque chose qui a été très dur pour moi et très violent et qui est normalement interdit, on fait pas ça. Et donc ça a été pour moi vraiment très sombre. Vraiment, j'ai vraiment eu peur à ce moment-là parce que moi je me suis dit que si j'avais même pas mon bac, j'allais rien faire de ma vie. Donc du coup, heureusement qu'il y a eu la scène parce que je pense que si j'avais pas la scène aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas, enfin je serais morte c'est sûr, mais en plus de ça, sans le bac, ça m'aurait détruit. Même si j'avais réussi à un moment donné à un peu m'en sortir de la maladie, j'aurais forcément rechuté puisque comme je dis, c'est là le problème, on nous enferme vachement. On m'interdit de passer mon bac, c'est horrible. Donc du coup, le problème se règle très facilement, c'est que je ne peux pas passer mon bac. Donc soit je peux en soi retourner à l'école en septembre pour quand même faire voilà, travailler en attendant de pouvoir passer mon bac en 2027. Mais moi, je vois pas l'intérêt puisque du coup, j'écris des chroniques pour rentrer en radio. Je monte sur scène. J'ai un spectacle qui sort en janvier 2026. Bah, enfin, moi, je prends ça aujourd'hui du coup pour une opportunité, une chance de me lancer. Et donc, si ça marche pour moi, je ne retournerai pas à l'école. Et puis si ça marche pas pour moi, de toute manière, je pourrais passer mon bac, il n'y a pas de problème, je suis encore jeune. Mais c'est vrai que du coup, je prends ça comme une chance aujourd'hui d'avoir la scène, parce que si j'avais pas la scène, je pense que enfin, je n'aurais pas survécu à cette nouvelle qui est juste horrible d'interdire à un enfant de passer son bac, c'est horrible. Donc voilà. Écoute, j'en reste bouche bée, je trouve ça aussi complètement hallucinant. Parfois, tu sais, il y a des signes du destin, des opportunités, et je pense que c'est peut-être aussi voilà, des choses, des rencontres qui font que bah, ton chemin va peut-être être autre et puis peut-être que bah, si tu dois retourner sur les bancs de l'école, ça se fera différemment. En tout cas, merci infiniment Olympe d'avoir pris ce temps pour venir partager ton histoire, ton message. Je suis vraiment honorée d'avoir pu découvrir au-delà des réseaux sociaux, une jeune femme formidable, pétillante et qui a retrouvé cette pêche. Je pense que tu l'as toujours eu et à un moment donné, là, c'est vraiment ça aussi de se dire que ben voilà, la vie est précieuse et tu rayonnes avec tes paillettes dans ton dressing
aussi et tes lunettes cœur. Donc merci infiniment. Et puis si tu passes par Lille, puisque Merci moi je suis beaucoup. dans les Hauts-de-France, et ben ce sera avec grand plaisir pour venir découvrir Oui. l'intégralité de soit de ta première partie ou de ton spectacle. Donc merci infiniment et merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci à vous, merci. Si vous aussi, vous souhaitez prendre un nouveau départ, je vous invite à rejoindre le challenge gratuit 5 jours pour un nouveau départ en vous inscrivant via le lien en commentaire sous ce podcast. Et vous pouvez me retrouver sur scène, je serai la maîtresse de cérémonie pour le 2e congrès de l'innovation en éducation qui se déroulera les 12 et 13 juillet prochains à Arcachon. Je vous mettrai également toutes les informations pour la billetterie et je vous dis à la semaine prochaine.